Bonjour et hello à toutes et à tous. Ici Berlin. Ou plutôt, ici Stuttgart. 2026 a été décrété Superwahljahr, super année électorale, avec pas moins de 6 Länder appelés à renouveler leur parlement. Et comme l'Allemagne est un pays fédéral, la réalité politique dans les régions, ça compte jusqu'à Berlin. Et c'est donc dans le sud-ouest que ça commence, dans le Bade-Württemberg, le land qui a la plus longue frontière avec la France. Il suffit de passer le Rhin. L'occasion de vous proposer pour la toute première fois un épisode 100% sur le terrain, enregistré à quelques jours des élections. Vous allez l'entendre, il y a beaucoup de choses à raconter et au fond, ça dit énormément de l'Allemagne et aussi de l'Europe. Le chancelier vient lui-même clôturer la campagne de son parti ce soir, Merz, de retour dans l'arène, car il risque gros. Wir erreichen Stuttgart Hauptbahnhof. Bitte steigen Sie hier in Fahrtrichtung rechts aus. Bienvenue dans ce nouvel épisode et le train vient de me déposer à Stuttgart, avec seulement 5 minutes de retard. En tout cas, c'est une arrivée sous le soleil et au milieu des travaux, le chantier très controversé de la gare qui dure depuis des années et des années, il est toujours en cours et on va passer très régulièrement par la gare dans cet épisode puisque je participe à un voyage de presse dans ce land, le land du Bade-Württemberg, dont Stuttgart est la capitale. Et dans les prochains jours, je vais avoir des rendez-vous politiques, mais aussi plusieurs visites de sites industriels et un tour dans ce qu'on appelle ici la Cybervallée. L'idée est évidemment de vous parler des enjeux politiques avec le scrutin régional qui se tient ce dimanche 8 mars. C'est donc la dernière ligne droite de la campagne et il y a un suspense assez inattendu puisque les Verts ces derniers jours ont fait une remontada. Mais avec cet épisode, je voudrais surtout vous proposer une plongée dans cette Allemagne industrielle, innovante, l'Allemagne des champions de l'exportation, des PME familiales ultra performantes, une Allemagne en plein doute aussi en ce moment parce qu'elle est frappée par le ralentissement de la conjoncture, la guerre des droits de douane avec les États-Unis, la concurrence de la Chine. Le modèle énergétique est en plein bouleversement. Et là donc, j'arrive tout juste à Stuttgart et je me rends tout de suite à mon premier rendez-vous avec une voix qui est familière du podcast. C'est Eileen Keller du DFI. On y va ? On se retrouve, Eileen, pour une fois face à face ici à Stuttgart. Alors pourquoi c'est avec toi qu'on commence cet épisode ? Parce que ce voyage de presse avec des journalistes français, italiens, polonais et roumains, il est organisé par le DFI, l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Alors je tiens à préciser que le DFI m'accompagne depuis le début avec le podcast, mais cet épisode n'est pas directement financé par le DFI. Cela dit, je profite de votre expertise, de toutes vos capacités d'organisation et surtout de votre réseau assez dingue et unique dans ce land qu'on appelle parfois juste le BV. C'est le petit nom de la région ici. Bienvenue au Bade-Württemberg, qui a connu une stabilité politique considérable. Ça fait 15 ans que les Verts, avec Winfried Kretschmann, sont au pouvoir. Là, avec les conservateurs, on est sur une fin de campagne très serrée. Donc, on va découvrir dimanche soir qui va être le prochain ministre-président. A priori, soit un conservateur, soit un Vert. Et donc, vu de France, c'est une élection régionale, mais c'est vrai que pour la construction de l'Allemagne, les régions sont importantes. C'est un poids politique important. Donc, c'est important de voir ce qui se joue au Bade-Württemberg. Oui, Friedrich Merz a commencé l'année avec cet objectif, récupérer le Bade-Württemberg. Ouais, avoir un ministre-président en plus, c'est un enjeu central. Le poids n'est pas seulement au niveau régional, mais à travers le Bundesrat, il y a aussi une contribution au niveau de la législation nationale. Les ministres-présidents, c'est des poids lourds dans le débat public. C'est un peu comme un mini-chancelier, je dirais. C'est des personnalités politiques de premier plan. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2011, j'étais là déjà pour les élections. Ça avait attiré beaucoup d'attention médiatique à l'époque, car on était quelques jours seulement après l'accident sur la centrale nucléaire japonaise de Fukushima. Angela Merkel avait pris la décision, à la surprise générale, de faire sortir l'Allemagne définitivement du nucléaire, ou plutôt de renoncer à faire tourner les centrales plus longtemps. Alors, on avait dit à l'époque que c'était une manœuvre électoraliste pour empêcher la victoire des Verts dans ce qui était vraiment un bastion historique conservateur avec la CDU qui était au pouvoir depuis 58 ans. Alors c'est vrai que comme ça, c'est un peu contre-intuitif de voir les Verts si haut dans ce land qui est traditionnellement celui d'une industrie classique tournée vers la star de l'économie allemande, l'automobile.
C'est vrai, l'automobile, c'est au cœur de l'économie de la région. Ici, au Bade-Württemberg, on est fiers d'avoir construit la première voiture. Ici, dans la région, on a à peu près 300 entreprises qui sont actives dans le secteur de l'automobile. Lorsqu'on inclut les fournisseurs, on compte plus de 1000 entreprises. Donc, l'enjeu économique, il est central. Lorsqu'on remonte en 2011, il est vrai aussi que il y avait un contexte qui était favorable à la politique des Verts, il y avait un bon candidat. Et puis, il y avait aussi les difficultés des conservateurs. Donc, je pense qu'il y avait toute une série de facteurs qui ont joué en faveur des Verts, mais Kretschmann, il est très populaire. Winfried Kretschmann, le ministre-président du Land, figure presque paternelle, désormais très très apprécié en effet. Ces gouvernements, après 15 ans au pouvoir, les citoyens s'en sont satisfaits. Et aujourd'hui, dans un contexte qui est compliqué pour les Verts, lorsqu'on regarde le climat politique général, lorsqu'on regarde les résultats électoraux des Verts lors des dernières élections, c'était pas du tout évident. Et il y a quelques semaines encore, mi-février, la CDU était 10 points devant les Verts. Mais le candidat conservateur, Manuel Hagel, est très jeune, pas très connu. On a découvert aussi là récemment une vidéo où il tient des propos sexistes, tandis que du côté des Verts, Winfried Kretschmann, qui ne se représente pas, il a presque 80 ans, eh bien, il a adoubé un dauphin d'une façon assez nette, et c'est Cem Özdemir, ancien chef des Verts, enfant de la région. Ses parents sont originaires de Turquie et il est carrément un peu chauvin quand il parle de son enfance ici dans le Bade-Württemberg. Il s'offre là ces derniers jours une remontada spectaculaire. Au dernier baromètre sondage pour la ZDF jeudi soir, c'est simple, les deux partis sont à égalité, 28% d'intention de vote chacun. Oui, le scrutin est ouvert, la dynamique est plutôt côté des Verts. Un peu à la surprise générale, pour être honnête. Moi, je l'ai pas vu arriver aussi non plus. C'est vrai que là, la mobilisation est maximale, c'est évident pour les deux partis. Chaque vote compte. Özdemir, il est beaucoup plus connu, il est beaucoup plus expérimenté au niveau politique. La campagne est très axée sur la personnalité pour dire je suis un vert convaincu, mais je suis pas d'accord avec tout ce que dit mon parti et donc il faut pas confondre le parti avec la personnalité. Sur les affiches, c'est très frappant, le logo des Verts étant tout petit. C'est vrai d'une certaine manière, les Verts du Sud-Ouest sont pas représentatifs du parti des Verts dans son ensemble. C'était pas facile pour le candidat ici de voir une partie des Verts voter contre Mercosur au Parlement européen. Attends, parce que lui, Özdemir, végétarien, ancien ministre fédéral de l'Agriculture, il est pour. Mais bien sûr, il a dit que c'est irresponsable dans le contexte actuel de ne pas soutenir les partenaires commerciaux, disons, d'un monde libre, si on veut. D'ailleurs, sur ce positionnement très particulier des Verts ici, je voudrais vous faire goûter ce témoignage reçu d'une des auditrices du podcast. Elle est française, elle vit ici dans le Bade-Württemberg, dans la ville de Fribourg. Freiburg im Breisgau, précisément. Première commune d'Allemagne à avoir eu un maire écologiste. À Fribourg, ils votent depuis des années Grüne. Mais les Grünes, en fait, je pense qu'ils ont un programme qui fonctionne bien avec la CDU. Ils lâchent un peu sur l'électrique, ils lâchent sur la vidéosurveillance. Ils sont finalement assez conservateurs. Et je pense aussi que ça reflète bien la société ici, qui est en apparence très écolo-bobo. Mais on sent quand même qu'il y a des règles, on sent quand même qu'il y a on dépasse pas les limites, on proteste, mais tout est bien, voilà, on se respecte. Ils votent vert, ils achètent bio, mais ils ont quand même une voiture dans leur petit garage. Donc ça marche bien, puis je pense que ça donne bonne conscience à tout le monde de voter vert, mais en fait, c'est pas des militants écologistes, quoi. Voilà pour le témoignage. Aurore, cette auditrice, me faisait aussi remarquer que la campagne avait beaucoup tourné sur des questions sociales cette année, particulièrement le coût des logements, même la pénurie de logements et les loyers qui s'envolent. Pour la première fois de l'histoire, le parti d'extrême gauche Die Linke pourrait franchir la barre des 5% et entrer au Parlement local, tandis que les libéraux du FDP, et ça aussi ça serait historique, pourraient en sortir. Ils n'arriveraient pas à avoir 5%. La situation économique, la récession, les conséquences de cette récession, notamment avec la crainte du chômage, c'est désormais la première préoccupation des électrices et des électeurs. Ici, Aline, toi qui es une habitante
du BV. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu perçois ? C'est vrai, c'est une des régions les plus riches au sein de l'Allemagne, mais les difficultés économiques, voire les menaces pesées sur les emplois, c'est devenu une réalité pour la population ici au Bade-Württemberg. Et je dirais même que c'est difficile de trouver une personne dans la rue qui ne connaît pas quelqu'un qui est touché par les suppressions d'emplois dans la région, dans le secteur industriel, automobile, mais au-delà. Donc, c'est une réalité très palpable. Et donc, c'est beaucoup plus la dynamique négative qui fait peur. Le taux de chômage, il est autour de 5%. C'est pas alarmant, mais c'est le taux le plus élevé depuis 2007, ici dans la région. C'est une transformation économique structurelle en cours. Dans quelle mesure est-ce que l'économie locale a souffert aussi des nouveaux droits de douane imposés par les États-Unis ? J'ai eu l'occasion de le dire dans un précédent épisode, mais le candidat de l'AfD ici, Markus Frohnmayer, il a beaucoup joué sur sa proximité avec les réseaux de Donald Trump pour se poser en meilleur rempart contre ces taxes. Et d'ailleurs, c'est quand même très intéressant de le noter, sa fin de campagne, il a choisi de la faire, non pas ici sur le terrain, mais à Washington, peut-être aussi pour faire oublier ses liens plus qu'ambivalents avec Moscou. Aileen, je reviens quand même à ma question. Est-ce qu'ici, on a souffert des droits de douane américains ? Alors, c'est vrai que le modèle économique régional est fortement exportateur. Presque 40% de la richesse dépend des exportations. Et les États-Unis sont premiers partenaires commerciaux. Et lorsqu'on prend par exemple Mercedes-Benz, donc constructeur automobile de la région, dont les bénéfices ont été divisés par 2 à peu près l'année dernière, les tarifs douaniers avec les États-Unis coûtaient 1 milliard d'euros à cette entreprise-là. Donc l'impact, il est très clair, il est palpable. L'AfD joue complètement sur cette peur du déclassement. Dans les derniers sondages, elle est donnée à 18%, donc c'est moins que ce qu'on a au niveau national. Mais ça voudra dire quand même qu'en 5 ans, elle a convaincu 2 fois plus d'électeurs ici dans la région. Et donc, on va essayer de comprendre pourquoi, comment dans cet épisode. Merci à Aileen Keller du DFI pour ses premiers jalons. Et puisqu'on est sur les dossiers qui fâchent, en parlant avec les habitants de Stuttgart en arrivant à la gare, j'ai entendu aussi beaucoup de mécontentement sur la politique des transports. Le modèle du tout-voiture a du plomb dans l'aile. Écoutez. En principe, il n'y a aucune raison d'être satisfait. Il n'y a aucune incitation pour prendre les transports publics. C'est pourquoi vous avez autant de voitures dans les rues et évidemment des bouchons partout. Le centre-ville de Stuttgart, pour moi, c'est une horreur. J'arrive toujours aux heures de pointe, entre 6 et 7 heures, et c'est vraiment pas cool. Mais bon, les gens doivent bien aller travailler. Le réseau des bus fonctionne plutôt bien, je trouve, mais le problème, ce sont vraiment les RER. Pour le journaliste politique local Henning Hotte de la radio SWR, les ratés de la politique de mobilité ne sont pas seulement à chercher du côté des choix pris par les dirigeants politiques, mais aussi par les choix des constructeurs automobiles eux-mêmes. Le secteur joue un rôle central dans la société et il en a bien profité. 400.000 Arbeitsplätze, das ist sehr viel bei einer Il y a 400 000 emplois dans le secteur. C'est vraiment beaucoup pour une région avec 11 millions d'habitants. C'est pour cela qu'on parle beaucoup de la politique de la voiture dans la campagne électorale. Mais prenez l'exemple de Mercedes. Mercedes a choisi de suivre 2 grandes stratégies, la concentration sur le marché chinois et le luxe. Pas besoin d'être un grand analyste économique pour voir que ces 2 stratégies n'ont pas marché. Donc on est maintenant en pleine transformation. Les Verts auraient aimé qu'on aille plus tôt et plus vite dans cette direction, mais les constructeurs encaissaient encore tellement d'argent avec le moteur thermique qu'ils rigolaient en parlant de Tesla. Maintenant, ils n'ont plus envie de rire. Autre handicap pour l'économie de la région, c'est le coût de l'énergie. Après des années à profiter sans trop se poser de questions du gaz russe, très bon marché. Là, on vient d'apprendre que le conflit avec l'Iran et l'envolée des prix du gaz pourraient coûter 40 milliards d'euros de plus à l'Allemagne rien que cette année. Alors j'ai demandé à Johannes Jung, haut fonctionnaire au ministère régional de l'économie, dans quelle mesure les tensions géopolitiques en général, mais là plus récemment l'embrasement au Proche-Orient, la fermeture du détroit d'Ormuz, allaient jouer sur le scrutin de dimanche.
Les coûts de l'énergie sont trop hauts, c'est un problème d'une façon générale, mais je ne connais ici aucun entrepreneur, aucun représentant de branche qui dirait qu'il faut que le calme revienne vite en Ukraine pour qu'on puisse à nouveau profiter du gaz et du pétrole russe. C'est une grande différence avec d'autres régions d'Allemagne, et en particulier à l'Est, mais pour nous, il n'en est pas question, c'est clair et net. Bon, là, on a les prix à la pompe qui s'envolent à nouveau, ça nous pose la question de la diversification énergétique. Quand est-ce qu'on va faire la bascule vers l'hydrogène ? On sait depuis quelques années qu'on a aussi des énormes réserves de lithium le long du Rhin supérieur. On a les technologies pour l'extraire, ça fonctionne. On n'est déjà plus dans la phase expérimentale, on peut en faire un usage industriel dès qu'on veut. Mais ça, c'est le grand sujet ici. Il faut avoir confiance en notre propre capacité d'innovation. Effectivement, cette question de l'innovation est centrale dans la campagne électorale, notamment parce que dans l'organisation de la République fédérale allemande, les régions, les Länder, ont la main sur la recherche et l'enseignement supérieur et le Bade-Württemberg y consacre 5,6% de son PIB, 36 milliards d'euros par an. C'est un record en Allemagne. Deuxième jour de terrain ici dans le Bade-Württemberg, le voyage se poursuit à Tübingen. Sur la route, c'est l'occasion de constater qu'il y a effectivement pas mal de trafic dans la région et aussi qu'on voit surtout beaucoup de grosses voitures de luxe. Malgré la présence visuelle très nette de nombreuses bornes de rechargement pour véhicules électriques, je n'ai pas l'impression qu'il y en a vraiment plus qu'à Berlin en réalité. Alors on est toujours sous le soleil et nous voici sur les hauteurs de la ville médiévale de Tübingen et sa célèbre université fondée au XVe siècle qui attire beaucoup d'étudiants du monde entier. Et si le DFI a décidé d'emmener notre groupe de journalistes ici, c'est pour visiter la Cyber Valley, un campus d'excellence un peu à l'écart de la ville où on fait de la recherche fondamentale sur l'intelligence artificielle. Ce n'est pas le seul endroit de la région où on a mis énormément d'argent dans ce projet. On peut citer Karlsruhe, Heilbronn. Dans le dernier classement international des écosystèmes d'innovation, le Bade-Württemberg est à la 3e place, derrière le Massachusetts et la Californie. Alors dans notre groupe, il y a mon collègue journaliste économique Thibaut Madelin. Il a bien voulu répondre à mes questions en mouvement, entre une visite d'un labo et une rencontre avec un start-upper. Toi, Thibaut, tu travailles pour Les Échos. On est là sur ce qu'ils appellent la Cyber Valley, une espèce de cluster où tout le monde a l'air hyper heureux, des gens dans des hamacs au soleil. Et on a du mal à croire que le land vit une transformation. Est-ce que c'est peut-être l'info principale que tu retiens de ce début de ce voyage ? C'est qu'on est là au cœur du berceau de l'automobile allemande qui est en train d'essayer peut-être de prévoir des plans B ? Déjà, il y a une crise automobile, mais ça ne veut pas dire que tous les emplois disparaissent dans l'automobile. Le taux de chômage du Land, il a légèrement augmenté ces dernières années, mais il est à 4,5%. Ça va, on a vu pire, je crois. Il y a deux réalités encore en Allemagne. Il y a une industrie qui est en crise parce qu'on change de technologie, il y a la concurrence chinoise, enfin, il y a plein de facteurs. Mais il y a aussi le reste de l'industrie, le reste de l'économie qui continue de fonctionner, je pense. En fait, on a vu de la recherche fondamentale je pense que c'est les doctorants qui nous ont montré un robot volant. Alors ça, c'est extrême, c'est de la recherche et ils ont des moyens. Et ce qu'ils essaient de faire, c'est effectivement ne pas perdre la course qui a lieu en ce moment entre les États-Unis, la Chine et l'Europe, où pour le moment, on est très en retard. Je crois que c'est ça que la Cyber Valley et d'autres des sociétés, des institutions en Allemagne essaient de réussir. Max Planck Institut ou Fraunhofer. Mais il y a aussi des entreprises, on est dans le cœur du Mittelstand, les grosses PME allemandes. Certaines souffrent parce que parfois elles sont indirectement frappées par la crise de l'automobile, ou par les droits de douane, ou par le marché chinois qui est peut-être moins captif. Mais toutes ne sont pas au bord de la tombe. Faut pas non plus avoir une image trop noire de ce qui se passe ici, je crois. Ouais, c'est un peu le résumé de la situation. Enfin, moi, je retiens deux choses. C'est qu'il y a énormément d'argent public, beaucoup d'investissements. Et aussi l'envie d'en découdre un peu. Tu sais, quand ils disaient « Give Germany a fighting chance ». Je pense qu'une des raisons d'être optimiste, c'est que l'Allemagne, jusqu'à présent en tout cas, peut-être que les transformations auxquelles elle est confrontée aujourd'hui sont majeures et insurmontables. Mais je pense pas, parce que leur expérience, c'est qu'ils ont, dans leur histoire, trouvé les solutions aux différents défis. Avec un peu de chance, j'en sais rien, mais ils ont trouvé les solutions. Donc je vois pas pourquoi ça arriverait pas maintenant. Ça veut pas dire que ça va être simple, mais ils ont cette capacité, je pense, parce que c'est une économie ouverte et très axée sur l'export, à se remettre en question
et à chercher eux-mêmes des solutions sans forcément en appeler à l'État. Donc il y a quand même une mentalité, je pense, qui les force à vraiment à trouver des solutions. Ouais. Dernière question. Là, on a un groupe de journalistes européens. On a souvent les deux mêmes questions qui reviennent. Combien d'emplois vous créez ? Ouais. Et quelles sont les limites, les lignes rouges que vous vous fixez sur l'emploi de ces innovations que vous êtes en train de développer, notamment avec peut-être des dérives dans le secteur militaire ou une utilisation exagérée, voire dangereuse dans certains secteurs. Sur les emplois, en vérité, ils ne savent pas trop pour le moment. Parce que, d'abord, c'est lié au fait qu'on est vraiment dans un institut de recherche fondamentale. Et on ne voit pas encore trop, je trouve, même s'il y a beaucoup d'efforts, notamment dans l'intelligence artificielle, particulièrement dans le Land ici, on ne voit pas encore beaucoup les effets en termes de création d'emplois. Il y a quelques sociétés comme Black Forest Labs qui sont connues et qui ont levé beaucoup d'argent. Pour l'instant, ça n'a pas encore l'échelle qu'on peut observer aux États-Unis, mais c'est peut-être aussi lié à d'autres questions structurelles européennes. Ensuite, sur la défense, c'est vraiment intéressant parce que théoriquement, la défense pourrait compenser une partie des pertes de chiffre d'affaires et d'emplois dans l'industrie automobile, par exemple. Et je pense qu'ils regardent tout ça en ce moment. Tous les équipementiers sont en train de se poser la question, est-ce que, avec mon savoir-faire, j'ai pas quelque chose à proposer ? Et la nouveauté, je pense, c'est que la défense en Allemagne était jusqu'à présent considéré comme un secteur tabou, un peu dangereux en termes d'image. Et aujourd'hui, ces questions-là, elles se posent sous un nouveau jour et avec une approche décomplexée, plus ouverte, presque vertueuse même. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Vous entendez ce souffle puissant ? Eh bien, figurez-vous que c'est le souffle de la souveraineté européenne. Bon, j'exagère à peine, en tout cas, c'est ce que je retiens d'un autre temps fort du voyage. La visite de l'entreprise Trumpf, une entreprise familiale, centenaire, qui faisait à ses débuts de la mécanique, ensuite des machines-outils. 3 générations après, c'est sur le secteur de pointe des lasers que la PME fait désormais la différence. Et comme dans le groupe, il y a ma consoeur Cécile Boutelet du Monde qui connaît l'écosystème économique allemand comme sa poche, c'était impossible de ne pas lui tendre le micro en sortant de chez Trumpf. Sur la route de la gare, elle nous débriefe la visite et notre rencontre avec la PDG. On est à Ditzingen, qui est une des nombreuses petites villes qui sont autour de Stuttgart. Stuttgart, c'est pas du tout comme on s'imagine une énorme métropole, c'est une ville plutôt petite et autour, beaucoup de petites villes qui sont presque un peu à la campagne, mais où il y a des numéros 1 mondiaux, ce qu'on appelle souvent les hidden champions. Ça, c'est le modèle et souvent ces entreprises sont des entreprises de taille moyenne non cotées, donc ce qu'on appelle le Mittelstand. Et ce Mittelstand-là, parce qu'il ne communique pas par définition sur ses résultats tous les 3 mois, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, où est-ce qu'ils en sont. Et donc, ils sont très discrets. C'est ça l'idée dans le Bade-Württemberg, un land, une région qui est toujours très dépendante de l'automobile. Là, il y a des dizaines de milliers d'emplois qui sont détruits, mais il y a le Mittelstand qui pense au coup d'après. Et donc, moi, ce que je retiens de l'interview, c'est qu'ils sont quand même assez confiants. Ils sont pas en train de nous annoncer la fin du Bade-Württemberg, la fin de l'économie allemande. Il y a une crise qui est forte, mais ils vont s'en sortir. Trumpf, c'est l'exemple parfait du Mittelstand allemand. Ouais. Absolument. C'est-à-dire, c'est une entreprise qui est d'abord non cotée. Il n'y a que la famille qui gère l'argent, donc ils considèrent qu'ils ont cette vision de long terme. C'est ce qui leur permet, disent-ils, même si ça ne marche pas à chaque fois, d'investir dans des technologies. Voilà, par exemple, ce qu'on vient de voir, c'est extrême ultraviolet, qui met en fait 20 ans et beaucoup de chance et beaucoup de risques à être développé. Ils nous ont montré, on a eu accès à la machine. C'est assez dingue quand même. C'est incroyable cette machine. Le New York Times en a parlé comme la machine la plus complexe du monde, je crois. Donc, tu as vu comme moi, il y a des tuyaux partout. Il faut beaucoup d'imagination pour comprendre ce que ça fait. Mais c'est une machine qui est devenue indispensable, unique et indispensable pour tous ceux qui veulent faire de la microélectronique et notamment les puces les plus avancées, celles qu'on utilise pour l'intelligence artificielle. Donc, cette entreprise détient un savoir qu'elle a développé avec 2 autres partenaires européens qui sont Carl Zeiss, donc Zeiss, qui est aussi en Bade-Württemberg, et ASML, qui lui est coté en bourse et qui est en Pays-Bas. Et ils ont fait travailler leurs ingénieurs ensemble pendant 20 ans et
Ils ont trouvé ça et ils ont réussi à le mettre sur le marché au bon moment. C'est une espèce de hasard de dingue, mais aussi c'est une preuve de l'excellence de l'ingénierie européenne. Ils nous ont dit là qu'ils avaient 7 ans d'avance sur la technologie chinoise. Comme ils ont vendu aucune de ces machines en Chine, ça fait que les Chinois n'ont pas accès à cette technologie alors qu'ils font aussi beaucoup d'intelligence artificielle. Ce qui fait d'ailleurs que cette boîte ASML, mais aussi donc Trumpf et Zeiss, parce que c'est des partenaires, sont devenus des objets géopolitiques. Donc ils n'ont pas le droit d'exporter là où ils veulent et ils sont soumis à des contrôles énormes, pas seulement sur cette technologie mais sur d'autres pour les empêcher d'exporter. Autre pied sur lequel danse maintenant Trumpf, et ça c'est nouveau et elle nous l'a dit d'ailleurs que ça avait été une décision prise à l'issue de longs débats en interne, c'est d'aller sur le secteur de l'industrie de l'armement, avec une coopération là aussi. Ils sont en train de travailler à un laser qui pourrait abattre des drones. Ça aussi, c'est un grand changement quand même. C'est encore un élément de ces entreprises familiales du Mittelstand, c'est que souvent elles sont assez morales. Ça veut dire qu'elles ont un engagement vis-à-vis du pays et elles ont des valeurs morales assez fortes. C'est le cas de Trumpf. La famille est très protestante. Et là, ils ont eu un problème, ils ont eu un peu un conflit pour se dire est-ce que on doit mettre à disposition notre technologie pour la guerre. Et jusqu'à présent, il n'en est pas question, on ne le fera jamais. C'était un peu dans les statuts d'entreprise. Et il y a à peu près 1 an, ils ont décidé qu'ils allaient changer de pied par devoir apparemment pour la défense, mais en précisant une chose importante, c'est qu'ils voulaient bien mettre à disposition donc leur laser, mais uniquement pour abattre des drones, c'est-à-dire si on tue personne et si on est attaqué. Donc c'est quand même très restrictif, mais ce qui est fou, c'est la puissance de ces armes en fait. Et donc ils disent que aujourd'hui pour abattre des missiles assez rapidement, il n'y a que le laser qui peut être assez efficace. Voilà, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. La campagne s'achève dans le suspense le plus total. Tout laisse penser qu'on va avoir une polarisation très importante avec sans doute un phénomène de vote utile, soit pour la CDU, donc aux dépens des libéraux et de l'AfD, soit pour les Verts, aux dépens du SPD notamment. Mobilisation générale dans cette dernière ligne droite avec même ce soir, vendredi 6 mars, la participation de Friedrich Merz au dernier meeting du candidat de la CDU, Manuel Hagel. Le chancelier des Affaires étrangères redescend dans l'arène électorale. L'attente est énorme dans les milieux économiques ici, comme l'a rappelé la patronne de Trumpf, Nicola Leibinger-Kamüller. Je crois qu'il a été un chancelier des affaires étrangères simplement parce qu'il devait le faire. Il s'est passé tant de choses depuis qu'il dirige le gouvernement qu'il se devait d'être très présent sur la scène internationale. Donc il a bien fait et pourtant, il est plus que temps maintenant qu'il s'occupe de la situation en Allemagne et qu'il fasse les réformes nécessaires. Le mot de la fin, forcément, il va concerner le chancelier. Et c'est à Isabel Hoffmann qu'il revient, la nouvelle directrice du DFI, qui vient tout juste de prendre son poste, ici dans le Bade-Württemberg, après des fonctions à Berlin. De la capitale hollandaise, c'est parfait pour nous faire la synthèse des enjeux locaux et fédéraux. Quand on dit que Friedrich Merz joue gros ici dimanche, qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Il y a 3 enjeux en fait. Enjeu économique évidemment. Le Baden-Württemberg, c'est une économie régionale qui est extrêmement importante pour l'Allemagne et aussi pour l'Europe. Et l'Allemagne a connu des légères récessions pendant 2 années. C'est dans un Land comme le Baden-Württemberg où va se jouer aussi le Strukturwandel, donc le changement structurel de l'économie allemande mais aussi européenne. Et puis il y a aussi des enjeux politiques puisque le Baden-Württemberg était à l'époque un des bastions de la politique du CDU, donc de son parti conservateur. Ça a tourné il y a 15 ans avec l'élection d'un Vert pour la première fois dans l'histoire de l'Allemagne. Donc il se joue un peu sa réputation de chancelier réformateur qui va relancer le moteur économique de l'Allemagne. Il se joue sa réputation de leader de parti qui va amener son parti dans une nouvelle ère après Merkel, puisque cette évolution n'est pas encore terminée. Et troisièmement, il y a aussi cette économie ici régionale, comme toute l'économie allemande, mais particulièrement fort ici. Elle est extrêmement globalisée, d'où cette
interconnexion du Außenkanzler qui est dans des avions tout le temps, qui est plus présent sur la scène internationale que sur la scène intérieure. Et dans le Baden-Württemberg, il peut faire la connexion entre les deux et montrer qu'il n'y a plus de contradiction, en fait. Pour achever ses buts économiques, mais aussi politiques, il faut être présent aussi sur la scène internationale, dont Merkel avait des soucis, notamment de matière économique. Et là, s'ajoute à l'économie aussi des défis de sécurité. Et forcément, on en reparlera notamment avec Isabelle Hoffmann. Je me réjouis de l'arrivée de cette nouvelle voix parmi l'équipe des experts du podcast qui me permettent épisode après épisode de vous raconter de façon indépendante les évolutions de l'Allemagne d'aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi dans cet épisode d'un genre nouveau. S'il vous a plu, mettez-lui 5 étoiles, partagez-le. Vous pouvez aussi vous abonner au Steady pour me soutenir directement. Le lien est dans les commentaires. Le podcast avec un K revient très vite. Je m'appelle Hélène Cole avec un K et je vous dis à bientôt. Bis bald.